Un homme sur 4 est touché par l'alopécie, mais quel est ce mal mystérieux? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Sarah Fadli, vous êtes directrice médicale de la maison Lutetia. Nathanaël Aknin, vous êtes le président de la maison Lutetia, on a le président avec nous, attention. Hein. Et Jérémy Moscovici, vous êtes finaliste, vous avez été finaliste de Top Chef, vous êtes un cuisinier, un cuistot, ça nous manque en ce moment, les cuistots, les cuisiniers, les restos, on a hâte de retrouver la vie. Mais vous êtes aussi, et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, vous êtes un rescapé de l'alopécie. Alors qu'est-ce que c'est l'alopécie? On va poser d'abord la question au docteur Sarah Fadli. Alors l'alopécie est la chute de cheveux qui est génétiquement programmée. Les cheveux s'affinent progressivement, leur cycle de vie se raccourcit, ensuite ils tombent et on perd de la densité. Il y a des schémas qui sont assez classiques. L'alopécie androgénétique représente la majorité des alopécies. Il y a d'autres pathologies qui peuvent provoquer une chute de cheveux qu'on n'abordera pas aujourd'hui. L'alopécie androgénétique, en clair, c'est les hommes qui deviennent chauves. Pas forcément les hommes, c'est une prédisposition génétique liée aux hormones masculines, effectivement. Ça peut toucher les femmes aussi? Tout à fait. Oui. Ça touche les femmes. Oui. C'est plus une embêtant faible pour les proportion. C'est embêtant pour les femmes car leur type d'alopécie est différent de celui des hommes. Souvent, ils touchent l'ensemble du cuir chevelu. Donc ça rend les traitements à la greffe capillaire un peu plus compliqués, mais on arrive à trouver des solutions. Alors aujourd'hui, on va parler de l'alopécie masculine. Alors les hommes, quand ils s'aperçoivent qu'ils commencent à devenir chauves ou qu'ils ont un problème, ils ont déjà en fait perdu 30% de leur chevelure. En général, oui. Vers la trentaine, ils commencent à se rendre compte de cette chute de cheveux. De plus en plus, les hommes comme les femmes se scrutent dans le miroir via les réseaux sociaux. Donc l'alopécie devient une réelle problématique pour eux. Le stress est aussi un facteur accélérateur. Donc parfois, on voit des hommes très jeunes, dans leur jeune vingtaine. En fait, il y a une prédisposition génétique qui peut être accélérée par des facteurs exogènes tels que le stress, le mode de vie et autres. Vous avez vu comme elle le dit mieux que vous? Ça peut être accéléré par des facteurs exogènes. Hein? Allez, vous auriez dû faire médecine. Alors, on commence à traiter à partir de combien de temps? À partir de quelle perte de cheveux? À partir de 30, 40, 50%? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles précises. On reçoit le patient en consultation et on arrive à déterminer, à planifier le traitement, le plan de traitement qu'on peut lui proposer. Donc, certains patients ont perdu 30 ou 40% sur des zones bien déterminées comme les golfs. On peut déjà commencer à les corriger. Alors depuis Fabien Barthez, on vit bien quand on est chauve, quand on a la boule à zéro. On se rappelle de Zidane qui embrassait le crâne de Barthez. Non, c'est Laurent Blanc, pardon. C'est Laurent Blanc? Ah oui, bah voilà, je suis moins fouteux que vous. Mais par contre, pour certains hommes, ça pose des problèmes. Vous, ça vous a posé des problèmes. Jérémy, vous aviez 23 ans, je crois, quand vous vous êtes dit... À peu près, ouais. Non, là, ça ne va plus. Oui, c'était héréditaire déjà, de par mon papa. Mais c'est vrai que ça commençait vraiment à me travailler, c'est-à-dire que j'abordais pas ma vie de la même manière. J'ai eu la chance d'être un garçon accompli dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle assez jeune. Mais c'est vrai que j'avais à vue d'œil cette évolution capillaire qui commençait un petit peu à m'angoisser et à me paralyser à certains moments. Donc j'ai trouvé le remède le plus efficace qui a été de vivre quasiment 18 heures sur 24 en public avec une casquette, quoi. C'était approprié à un style vestimentaire dans un premier temps et puis c'est rapidement devenu quelque chose de très ancré dans ma vie. Même avec mes proches, au fur et à mesure de l'évolution de ma coupe de cheveux, de la perte des cheveux que je voyais vraiment partir à vue d'œil, je suis vraiment resté dans cette configuration-là, casquette ou bonnet, enfin toujours quelque chose sur ma tête pour pas que ce soit visible. Et ça a duré 10 ans à peu près. Ça a duré à peu près 10 ans. 10 ans d'angoisse, d'avoir la casquette. Ouais, j'abordais pas des rendez-vous professionnels de la même manière avec ou sans casquette, c'est pour vous dire. Oui. Mais c'est vrai que
on se masque souvent son alopécie. On a tous en tête quelqu'un qu'on a connu qui se ramène les cheveux comme ça. Et c'est éminemment gênant parce qu'on vit dans l'angoisse du coup de vent, d'être démasqué. Vous, c'était la casquette. Ouais. Et même chez vous à la maison, avec votre copine, tout ça, la casquette. Sur la fin, ça pouvait m'arriver alors que c'est ma femme, qu'on est mariés, on s'aime, on a un petit garçon, tout va bien. Mais c'est vrai que c'est très personnel comme problématique. C'est soi avec soi-même. C'est-à-dire vous aviez plus de facilité à vous mettre tout nu devant votre femme que d'enlever la casquette. Ben, Jean-Claude, quand même. Je ne sais pas, je pose la question. Jean-Claude, quand même, c'est quoi ces questions Oui, disons que, non, mais blague à part, oui, disons que c'est vrai que j'avais moins de problématiques à ce niveau-là, ouais, oui. Bien sûr. C'est le mec, il est à poil, il a sa casquette, il n'est pas comme ça avec sa casquette. Non, il est comme ça avec sa casquette. C'est un peu ça. Alors, quand est-ce que vous avez pris la décision, alors de redevenir sérieux, quand est-ce que vous avez pris la décision de passer On a entendu implants? beaucoup de choses ces dernières années, ça s'est démocratisé énormément, démocratisé beaucoup à l'étranger aussi. On connaît tous ces voyages en Turquie, 399 € l'inclusive, où vous revenez avec une coupe de cheveux. Moi, j'ai jamais voulu partir sur ce format-là. Et comme dans la vie, j'ai fonctionné avec mes cheveux, c'est-à-dire que j'ai eu besoin d'avoir en face de moi quelqu'un qui m'a donné confiance. Mon feeling s'est posé sur Nathanaël, que j'ai pu rencontrer dans un premier temps. Et c'est vrai que j'ai eu un regard bienveillant, un regard doux, avec les bons mots, le ton juste, la bonne parole. Et je me suis senti en confiance. Et c'est bête à dire, mais quand on pose un décor avec des locaux, une infrastructure, un regard... c'est tout un packaging qui a fait que j'ai été sensible au discours et à la méthode qu'on m'a présentée à ce moment-là. Non, mais c'est très très important parce que c'était un gros problème pour vous dans votre vie, donc on ne confie pas un gros problème à n'importe qui. On a besoin d'établir une relation humaine de confiance. Tout à fait, c'est exactement ça, c'est une relation humaine de confiance. Mais pour tout vous dire, j'aurais pu être prêt à continuer des années comme ça parce que je n'avais pas eu ce truc-là. Et je préférais continuer, on va dire, à ressembler à mon papa, on va dire, que de mettre ma tête, de mettre mon complexe, parce qu'on peut mettre le mot, c'est un complexe, dans les mains de quelqu'un sur lequel je n'avais pas senti ce truc-là. Donc le déclic, ça a été une rencontre. C'est une rencontre. Qui vous a fait basculer. Tout à fait. Ça a été la rencontre avec Nathanaël, son regard, ses mots, et je suis parti dans cette aventure-là. Et oui, Nathanaël, son regard, ses mots, et vous êtes parti dans une aventure. Merci. Je ne veux pas en savoir plus. Une grande histoire. C'est une grande histoire, Nathanaël. On a parlé du déclic, mais là, on va redevenir sérieux à nouveau. On va parler des freins. C'était quoi vos freins? Vous aviez peur que ça se voit, que ce soit mal fait, que ça fasse mal? Oui, après, pour être très honnête, ça ne pouvait pas être pire que ce que c'était. Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on se dit ça, on se dit que bon, on n'a pas grand-chose à perdre. Les freins, ça aurait pu être effectivement la douleur, ça aurait pu être aussi le côté pas naturel. Ouais. Parce que j'ai vu, vous doutez bien... Oui, avoir l'air ridicule. Voilà, par exemple, vous doutez bien que quand on est dans ma situation, on s'est déjà renseigné au fur et à mesure des événements et de l'avancée de ce problème capillaire. Donc oui, ça aurait été ça, une ligne capillaire complètement un peu PlayStation, quoi. On aurait ressemblé à un robot ou quelque chose de pas serein. Puis on s'imagine tout un tas de choses à ce moment-là. Donc vous voyez, c'était ça les freins. Ça a été, est-ce que ça aurait fait naturel ? Est-ce que ça va pas faire mal? Oui, c'est vrai, on est toujours un peu doudouilles, nous, les mecs, en plus. On va vous planter. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis cette méthode que je connaissais pas, donc cheveu par cheveu quand même. Ouais. C'est cheveu par cheveu. On vous tire cheveu par cheveu. Donc c'est une vraie... Je parlais de mot d'aventure, c'est pas un faux mot, c'est une vraie aventure. On s'engage vraiment dans quelque chose avec une certaine inconnue, mais on s'engage dans quelque chose où il faut être sûr, quoi. Voilà. Il faut avoir vraiment tous les tenants et tous les aboutissants pour être sûr de s'aventurer là-dedans. Alors, on va voir une image avant, après, parce que vous nous avez parlé de votre problème, mais on va voir... Ah oui, là, vous allez pouvoir voir en direct. Et voilà. Donc ça, c'était avant, après. Ah oui. Oui. Bon, vous étiez bien quand même avant aussi, mais ça, c'est très personnel, en fait, les complexes. Un peu vieux comptable, mais... non, vous étiez bien aussi. Regardez Jason Statham, c'est un peu ce style-là. Ouais, mais il a le corps, j'ai pas le même. Ah, voilà. Mais vous avez le talent, vous êtes un grand chef. Voilà, chacun ses atouts. Bon, comment ça s'est passé? Ça s'est passé un petit peu comme le jour où ma femme est partie accoucher avec le sac près de la porte. Je suis parti avec mon petit sac qui était près de la veille. J'ai rejoint la clinique et à partir de ce moment-là, j'ai vécu... je peux le dire, une expérience client, quoi. On vous prend en charge à l'arrivée.
Mais à partir de ce moment-là, vous avez accouché finalement d'un nouveau Jérémy. Non, oui, Jean-Claude. J'allais dire restons sérieux, mais oui, Jean-Claude, c'est un peu ça. J'étais sérieux pour une fois. Je partais vers le nouveau Jérémy, absolument. En plus, je prends cet exemple de petit sac préparé parce que j'avais les mêmes vibrations que le jour où ma femme devait partir pour aller à la maternité. Donc voilà, je pars de chez moi, seul, le dernier bisou de ma femme, le câlin fort, parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Voilà, elle le sait. Et j'arrive donc à la clinique et à partir de ce moment-là, voilà, vous êtes pris en charge immédiatement avec que ce soit du docteur Fadli à monsieur Aknin, au personnel qui est là-bas, vous êtes pris en charge immédiatement. Et on vous regarde, voilà, avec que de la bienveillance, avec un sourire, avec c'est des petites choses, hein, mais moi je suis sensible à ça. Et vous voyez le regard doux de Nathanaël. Ouais, oui. Et vous écoutez ces mots. Non, mais c'est des petites choses auxquelles je suis sensible, une main sur l'épaule, un regard, quelque chose. Vous allez passer sur. Alors, ce Jean-Claude, c'est un vicieux. Non, mais c'est important. Moi, je suis sensible à ça. Après, chacun vit, je pense, son aventure en fonction de sa propre sensibilité. Et moi, j'avais besoin justement de ça, de ce côté rassurant. Et après, voilà, vous débarquez, on vous installe, on prend soin de vous. Et à partir de là, voilà, le médecin arrive, vous refait un dernier check, un dernier brief sur la manière dont vont se passer les choses. Et c'est parti. Et petite précision importante, quelques semaines, quelques mois en amont, vous recevez chez vous à une fréquence très régulière, voilà, des mails, des instructions, avec des choses à mettre en place, des choses qui sont toutes banales, mais on s'occupe déjà de vous avant que vous soyez arrivé. La mise en confiance, elle est très importante. Exactement. Parce que c'est quelque chose, il n'y a pas que l'acte technique. Tout à fait. On voit bien que c'est le nouveau Jérémy dont on est en train de s'occuper déjà. Et alors, vous êtes content aujourd'hui? Il vous plaît le nouveau Jérémy? Oui, je suis content. Je suis un nouvel homme physiquement, je me sens bien. Ça va faire 10 mois que je n'ai pas porté une casquette sur la tête. Génial. Par exemple, voilà. Et j'en ai des frissons presque, vous voyez. Et je me sens bien, bien sûr. Je me sens beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui. J'ai retrouvé le plaisir de pouvoir faire ce que fait Nathanaël avec ses cheveux, c'est-à-dire mettre la main dedans. Voilà, avoir un peu de la coiffe, comme il m'avait dit le premier jour, du volume. Et ouais, je suis beaucoup plus épanoui, bien sûr, évidemment. C'est une certitude. Et à mon petit niveau, sur mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens, j'en ai partagé un petit peu des images, mais j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi pour me demander, pour me faire partager l'expérience que j'ai vécue. Et c'est assez intéressant. Je l'ai aussi fait pour ça. Voilà, je l'ai mis aux yeux de mes réseaux sociaux pour que justement, si je peux, à mon humble petit niveau, décomplexer des gens, leur faire comprendre que bon, on peut franchir le pas, c'est intéressant. C'est drôle ce que vous nous dites, parce que d'un côté, ça vous gêne de ne plus avoir de cheveux, et puis de l'autre côté, pour vous, l'opération, elle n'est pas taboue du tout. Vous dites à tout le monde, regardez, moi j'ai fait quelque chose et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui avec mes cheveux. Donc vous ne l'avez pas caché, vous n'avez pas essayé de dire, bon, on va se mettre un peu de cheveux, mais pas trop pour que ça ne se voit pas. C'est pas moi. Certains vous l'avez revendiqué, voilà. en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez transparent et j'assume ce que je fais, parce que mais je pense qu'il faut être bien aussi un peu dans sa vie pour assumer ce genre de choses. Voilà, donc j'assume ce que je fais. Et si je vous dis, à mon humble petit niveau, j'ai pu le faire partager aux gens, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ça fait mal, les questions que vous me posez. Voilà. Et donc si je peux le faire partager pour décomplexer justement cette problématique-là. Et pour créer le déclic chez les autres. Vous, il a mis du temps à se créer, ce déclic. Ça a mis des années. Donc si vous pouvez aider les autres à aller un petit peu plus vite. Quand je vois le bien que ça m'a fait, le changement de vie que ça m'a apporté, voilà, oui, je peux partager, je peux inciter les gens à... On sent, hein, ça c'est les cuisiniers, ils aiment partager. Ils aiment partager leurs recettes, mais ils aiment partager leurs bonnes expériences. C'est le partage, c'est la cuisine. Bien sûr, c'est l'essence même de mon métier. Hein. Alors, bon, technique, docteur Fadli. Je suis là. Voilà. Plusieurs techniques de greffe de cheveux. FUT, FUE, IFA, DHI, on n'y comprend rien. Alors, on va reprendre les techniques une par une. Oui. FUT, qu'est-ce que c'est? FUT, c'est la bandelette. C'est l'ancêtre de la greffe capillaire. C'est une technique chirurgicale. Le chirurgien prélève une bande de scalp qu'il découpe. Ensuite, au niveau de la zone d'implantation, le médecin ou l'assistante effectue des trous de réception et on place les greffons. D'accord, donc ça c'est l'ancêtre. C'était un peu traumatisant, hein. On enlève c'est ça, avec le scalp à l'arrière. Bon. FUE. FUE, c'est extraction manuelle, unité folliculaire par unité folliculaire au niveau de la zone donneuse, mais l'implantation est exactement la même. D'accord. Donc ça n'a pas spécialement évolué. Toujours trou de réception et on dépose les greffons. IFA. C'est l'évolution plus ou moins de la FUE en utilisant des robots. Donc le robot, ou une machine qui va pouvoir faire le travail du médecin au niveau de l'extraction, qui ne change rien à l'implantation.
D'accord. Et donc là, on arrive à la DHI, qui est la méthode que vous pratiquez, vous, et qu'on vous a recommandée, que vous avez suivie. Hein, vous avez suivi cette méthode. DHI, ça veut dire direct air implantation. Hein? Alors, c'est plus qu'une technique. C'est tout un protocole, c'est toute une standardisation qui commence, comme disait Jérémy, d'avant l'intervention, donc dans le diagnostic, la préparation du patient, le jour de l'intervention, bien évidemment l'acte en lui-même, l'extraction et l'implantation, et le suivi. Donc on est une équipe, on travaille ensemble, on fait des meetings, on échange. C'est complètement différent de l'exercice d'un médecin individuel qui fait sa petite greffe tout seul dans son cabinet. C'est tout un protocole donc on a la force qui est mis en place. Concrètement, techniquement, c'est quoi les plus de la DHI ? Alors, indépendamment de l'extraction, le résultat, il est complètement naturel. Il n'y a pas de cicatrice, on ne fait pas de pré-trou, donc la peau n'est pas fibrosée. On arrive à donner une direction, un sens aux cheveux qu'on implante, donc ça donne un résultat complètement naturel. D'accord, donc technique non invasive. Non douloureuse, pas de cicatrice, pas douloureuse, ça et un vous a pas fait mal naturel. Franchement, non. Non. On peut pas dire. On utilise une anesthésie locale. Oui, bien sûr. Et ça suffit largement. Oui, parce que sinon. Vous êtes allongé en train de regarder des séries télé, hein, et vous le vivez très bien. D'accord. Ce qui est fascinant dans ce que vient de dire le docteur, c'est que sur la greffe de cheveux, on peut vous incliner le cheveu à un degré spécifique pour que ça reprenne le mouvement initial. Je trouve ça fascinant. Donc avant, vous avez choisi votre coiffure ? Non, le patient ne choisit pas. Je pose la question. Non. Non ? Choisit pas. Non, parce que c'est l'implantation naturelle. On ne fait que copier la nature. On suit exactement la direction de ses cheveux naturels. D'accord. D'ailleurs, l'idée d'une greffe, oui, allez-y, c'est de recréer exactement ce que la nature aurait dû laisser si on n'avait pas été sujet à cette perte. Par exemple, au niveau de la tonsure, du tourbillon, on arrive à reproduire exactement le mouvement de tourbillon. Donc ça passe par une observation préalable importante. Les séances, elles se passent en bloc opératoire stérile ? C'est ça. Semi-stérile. Semi-stérile. On dit semi-stérile pour... Voilà. Stérile, c'est pour la chirurgie. Et ici, ce n'est pas un acte chirurgical à proprement dit, c'est de la médecine esthétique. La durée, ça varie en fonction de la zone à traiter, je suppose, hein, c'est ça ? Tout à fait. Hein ? En moyenne, c'est quoi ? Vous, ça a été combien de temps ? Moi, je partais de très loin, hein, donc... Alors pour Jérémy, c'était 2 jours. C'était 2 jours. Sur 2 jours. Okay. On peut faire des interventions sur une journée, une demi-journée, 2 jours. Ouais. Alors, vraiment on va voir tout de suite une vidéo et vous allez la commenter pendant qu'on la voit. Et plusieurs sessions donc, sont parfois nécessaires. Bien sûr. Voilà, on va voir la vidéo. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, c'est l'extraction. Donc on prélève les unités folliculaires. Là, on est en train de les trier. L'infirmière les trie. On n'implante pas de façon aléatoire. Donc, elle les classe, les simples, les doubles, les triples et les multiples. Et là, c'est l'implantation. Alors, c'est quoi simple, double, triple, multiple, ça veut dire Dans quoi ? chaque unité folliculaire, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 cheveux. D'accord. Parfois plus. Voilà, on va pas mettre les gros follicules avec 5 cheveux au niveau de la ligne frontale. Ça fera factice. Ça se verra. Et donc effectivement, il faut faire ça, et c'est pour ça que vous le faites manuellement, finalement. Oui. Hein, c'est pour ça que ça a l'air naturel. C'est parce que c'est de l'artisanat, quasiment. C'est de l'artisanat. Oui, c'est de l'artisanat. Il y a aussi un côté mathématique, et puis un petit côté artistique. Ouais, moi, j'ai ressenti ce travail d'horloger presque, d'orfèvrerie presque. On est obligé de répartir, de faire notre calcul préalablement, de déterminer les endroits où on va mettre les doubles, les triples, avant de commencer l'implantation. On ne le fait pas de façon aléatoire. Alors, j'ai des questions très pratiques à vous poser parce qu'on avance là dans l'émission. Après l'intervention, est-ce qu'on peut se laver les cheveux, prendre une douche, reprendre une vie normale ? Une douche, oui, dès le lendemain. Se laver les cheveux à partir du 3e jour. À partir du 3e jour. Reprendre le travail ? 24 heures. 36 heures après, c'était jouable. 36 heures. Quand tu sors, t'es un peu sonné. Moi, en plus, j'ai fait 2 jours. L'anesthésie, tout ça. Voilà, mais un peu besoin de repos, un petit pansement derrière la tête qui dure 24 heures. Donc, 36 heures, 48 heures après maximum, vous pouvez reprendre une activité complètement normale, bien sûr. Le temps de repousse après la greffe ? Alors ça, c'est intéressant parce que 3 semaines, 1 mois après la greffe, je voyais déjà des zones, comme vous êtes cheveux très très courts, rasés, je voyais déjà des zones qui ne poussaient plus repousser. Donc quand je mettais ma main, je m'en souviens, je le fais pas trop parce que je me décoiffais, mais quand je mettais ma main comme ça, je sentais ce petit retour un peu crépiteux du bas du front derrière la tête. C'est génial, là on se dit ça y est. Ouais, ça y est, ça marche quoi. Exactement, c'est ça. Ouais.
Douleur après les greffes de cheveux? Douleur après la greffe de cheveux, oui, quelques heures, je vous dis, le temps de la première nuit. Parce que c'est un peu à vif, c'est sensible. Mais bon, c'est voilà, 2 jours après. On sort avec un petit paquet quand même, avec tout un tas de soins, l'aloe vera, des crèmes, tout un packaging voilà, qui tient la route et qui est hyper performant. On sort avec quelques croûtes qui, 5 jours, 6 jours après, Nathanaël me l'avait promis, ça partirait. J'y croyais pas une seconde parce que je suis sorti bien croûté. 5 jours, 6 jours après, ça partait, donc c'était cool. Et avec ce petit shampoing, au fur et à mesure à faire, oui, c'est rodé. Alors je sais que vous en portez plus, mais je pose la question, est-ce qu'il est quand même possible après de porter un bonnet, une casquette? Alors une casquette large à partir du 3e jour, un bonnet en laine à partir de 2-3 semaines. Okay. Est-ce que, alors je ne veux pas vous casser le moral, mais est-ce que dans 5-10 ans, on sera obligé de refaire une petite retouche parce que finalement les zones non traitées, c'est-à-dire celles où il avait encore des cheveux au moment de la première intervention, peut-être qu'il y aura à nouveau une calvitie. Je vais répondre en 2 temps. Donc pour la plupart des patients, lorsqu'ils n'ont pas perdu l'intégralité de leurs cheveux, bien évidemment, la greffe capillaire ne permet que de corriger l'effet inesthétique de l'alopécie. Donc leur alopécie va continuer à progresser et on peut bien évidemment refaire d'autres interventions pour traiter les autres zones. Deuxième partie de ma réponse, qui ne va pas plaire à Jérémy, il avait quasiment tout perdu. Donc on a traité l'ensemble de la zone. Maintenant, on va pouvoir, s'il le souhaite, retravailler la zone frontale. Mais les cheveux qu'on a implantés, on les a implantés. Ils ne retombent pas. Vous êtes bien comme ça. C'est pas la peine de le faire avancer. Il est bien comme ça. C'est fantastique. On a traité l'ensemble des zones qui avaient. Parce que l'essentiel, c'est qu'il faut que ça reste naturel et il faut qu'on se sente bien. C'est une certitude. Sinon, pour moi, ça aurait été un échec. Même si les cheveux avaient repoussé, avec un manque de naturel, ça aurait été un échec. Alors, on arrive à la fin, il y a quand même des questions importantes, et là, on va boire les paroles de Nathanaël. J'ai cru qu'on m'avait oublié. Mais non. Le prix. On va parler des questions qui fâchent. Le prix. Alors, est-ce que c'est accessible à tous? Alors, c'est accessible, oui, c'est un investissement de vie. Donc, si vous voulez, on compare souvent les implants capillaires aux implants mammaires pour les femmes, parce que c'est aussi un projet assez personnel pour les patients. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment changer la vie du patient ou de la patiente quand on fait des femmes. Mais on est prêt à mettre un certain prix pour des choses qui changent votre vie. Ça peut être d'acheter une Twingo, par exemple, qui change votre vie. Là, en l'occurrence... Les cheveux, ça va être aussi cher qu'une Twingo ou moins cher? Alors, ça va dépendre du nombre de cheveux. Ça va être en fonction de la taille de la zone à traiter. Donc, ça commence à 3 900 € et on peut aller sur des sessions comme Jérémy, par exemple, jusqu'à 13 900 €. Donc, ce sont de très grosses sessions. Si vous vous souvenez des avant-après, vous voyez qu'on a dû recréer vraiment toute la zone du sommet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une Twingo, ça change rarement la vie, alors que les cheveux, ça vous les a changés. C'est joliment dit. Voilà. Alors par contre, Jérémy mentionnait tout à l'heure la Turquie, d'autres pays, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. Alors pourquoi on peut y aller, il faut prendre des précautions? Alors, c'est toujours un peu particulier de prendre l'avion pour aller faire une intervention médicale ou chirurgicale. Il y a beaucoup de gens qui partent en Turquie pour faire leurs interventions et je suis sûr qu'il y a certainement de très bons médecins là-bas. Mais on a également énormément de retours. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, 30% de notre activité, c'est des corrections de gens qui sont partis à l'étranger pour faire des interventions et qui sont ensuite laissés dans la nature avec des résultats qui ne leur conviennent pas et qui ont en réalité essayé de résoudre un problème en créant un problème encore plus important. Plus important. Donc finalement, on va dire que vous avez peut-être plus intérêt d'avoir un suivi et de pouvoir avoir une clinique qui vous suit du début à la fin. En quelques mots, on arrive à la fin de l'émission. Allez-y. Oui. D'intervenir par rapport à ça. Il est préférable de ne rien faire que de faire une greffe mal faite. Quotidiennement, je vois des patients à qui on a massacré la zone donneuse. On fait énormément de corrections à la maison Lutetia, mais on a certains patients qu'on ne peut pas corriger. Parce que la zone donneuse a été massacrée. Voilà, c'est ça. En quelques secondes, le profil type des patients, vraiment en quelques secondes. Alors vous avez des jeunes gens qui viennent maintenant de plus en plus, des jeunes gens qui n'ont pas connu Fabien Barthez, parce qu'ils sont très jeunes, et qui ne souhaitent pas se voir chauves tout simplement. Donc ils viennent très jeunes et on les accompagne tout au long de la perte de leurs cheveux. Jérémy, oui.
On arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous nous concoctez en ce moment? Écoutez, en ce moment, je vais faire preuve d'humilité parce que je sais que j'ai certains confrères, et je vais parler d'eux plutôt, qui sont dans une situation très compliquée. Moi, j'ai la chance d'avoir monté il y a déjà quelques années des boîtes de chefs privés. J'ai la chance de continuer à travailler très bien, donc j'ai une grosse pensée pour eux. C'est-à-dire que si on veut Jérémy à domicile, c'est facile. Oula, c'est encore plus cher que les cheveux. C'est encore plus cher. Non, oui, si on veut Jérémy à la maison, c'est jouable, bien sûr. Je fais du chef privé depuis des années aux quatre coins du monde et je continue à bien travailler. La toque, ça fait pas tomber les cheveux? Non. J'en ai jamais porté. Ah. J'ai jamais été un cuisinier comme les autres, donc j'ai jamais porté de toque, mais non, ça fait pas tomber les cheveux. Ça fait pas tomber les cheveux. Donc voilà, juste puisque vous me posez la question, j'ai une très grosse pensée pour mes confrères pour qui c'est très compliqué en ce moment. Voilà. En tout cas, Jérémy, merci d'être passé sur le plateau. On a hâte de vous voir à table avec nous et de nous concocter un bon petit repas. Votre spécialité, c'est quoi? J'ai un plat signature qui m'accompagne depuis des années, qui est un risotto de riz noir à la truffe et au vieux parmesan. Oh là 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 là, on a envie de ça. Merci Jérémy, merci docteur Sarah Fadli. Je rappelle que vous êtes directrice médicale de la maison Lutetia et vous, Nathanaël Aknin, vous êtes le président. Merci d'être placé sur le plateau de Capital Santé. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien. Merci.